Alors maintenant, on va passer à notre second conférencier, Jacques Tarnero. Comme on dit toujours, je ne présente pas Jacques Tarnero, mais je vais le présenter quand même. D'abord parce que Jacques avait aussi écrit un chapitre dans le livre Nouveau visage de l'antisémitisme, et c'est un chapitre qu'il avait intitulé Une maladie de l'âme. Alors Jacques, je dirais que c'est un orfèvre des mots. Il incruste des images dans les mots et qui deviennent des idées, et il nous les fait passer. Ainsi, il nous a constamment éclairé sur l'évolution des idées et les paradoxes qui sont liés. Ainsi, le titre de ce chapitre qu'il avait dans Nouveau visage de l'antisémitisme, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Jacques, c'était Les habits neufs du vieil Adolphe. C'était il y a 70 ans, et ça veut tout dire, ça veut dire beaucoup de choses en 4 ou 5 mots. Et je voudrais relire une phrase de ce texte. Il y a à l'époque. Alors, on éprouve au bout du compte une immense lassitude à écrire sur ces sujets, à combattre cette haine obsessionnelle, à rapporter ses faits, à avoir à argumenter, à témoigner de ses délires, de cette mauvaise foi, de ces impostures devenues dogmes que l'on pensait réduites à l'apanage d'une secte et qui est devenue au fil du temps une école de pensée et le fondement culturel de positions politiques. La rengaine raciste et antisémite à la fois, hélas, un parfum de déjà-vu, mais aussi pour sa part spécifiquement anti-juive, une saveur inédite, tant son obsessionnalité, son intemporalité facile. C'était il y a 20 ans, et je crois que c'est malheureusement, on en est toujours là. Ça s'est même développé et c'est devenu encore plus fou. Alors, Jacques, tu arrives de la gauche, où tu te trouves peut-être encore, mais c'est vrai que c'est la gauche qui n'est plus à gauche, donc on peut se mettre où on veut. J'ai noté sur Internet que tu as été membre du mouvement du 22 mars en 1968 et que c'est donc toi qui as déclenché la révolution bien connue. Donc, s'il y a des récriminations, ça sera tout à l'heure. Voilà. Donc, Jacques, je veux signaler aussi qu'il a fait 2 documentaires qui sont connus, mais je pense qu'il faut le signaler. Autopsie d'un mensonge en 2000 et Décryptage en 2002, qui est tout à fait remarquable. Donc, Jacques, ce soir, va encore entrer dans son sujet en dénonçant par les mots, finalement, encore une fois, en analysant un mensonge paru dans le journal de référence. Allô? Ah, vous pouvez rester là, hein? Non, mais Monsieur Drey, vous pouvez couper votre micro? Merci. Voilà. Donc, en reprenant des mots qui viennent du journal de référence, entre guillemets, des Français, Le Monde. Donc, Jacques, je te donne la parole. Merci beaucoup. Tout marche, tout fonctionne. Bonjour à tous et j'espère que je vais être à la hauteur de l'exposé brillantissime et très dense de mon ami Michael. Trop dense, Jacques, et tu es trop gentil, merci. Je fais une toute petite parenthèse. Il y a un papier savoureux dans Franc-Tireur de Michael Prazan. Je vous invite à le lire parce qu'il est un indicateur de l'état de la société française aujourd'hui. Je reviens à notre sujet. Mon sujet, ça n'est pas entrer dans les composantes du discours islamiste. Michael l'a très bien décrit, en tout cas les racines. C'est plutôt les éléments de facilitation qui lui ont permis aujourd'hui d'émerger et le phénomène auquel on est confronté, qui est cette présence agressive, ostentatoire par les provocations multiples qui sont le voile ou l'affaire du burkini quand il fait chaud, on est confronté à tout cela. Pourquoi ça marche? Comment ça a marché? Quels ont été les alliés? Quelles ont été les facilitations d'ordre culturel pour implanter cette menace? Dans la vision géopolitique de l'islam, il y a un partage du monde en 3. Il y a Dar al-Islam, dans laquelle la maison de l'islam, dans laquelle les musulmans sont majoritaires et à l'intérieur de laquelle la maison, il n'y a pas de problème, il n'y a plus rien à conquérir.
Il y a ensuite la maison de la guerre, Dar el-Harb, qui est le lieu où il y aurait l'espace géopolitique qu'il serait possible de conquérir à cause d'une présence musulmane. Pardon. Enfin, il y a Dar el-Soul, la maison de la trêve. C'est là où les musulmans sont minoritaires et où ils sont obligés de faire avec la règle commune. Si je pars d'une date symbolique, le 11 septembre 2001, on peut dire que l'islam politique a déclaré la guerre au monde entier. En s'attaquant autour du World Trade Center, c'est une cible tout aussi symbolique qui a donné la mesure de la puissance, de la force et de la volonté sacrificielle pour parvenir au succès de l'offensive islamique. Alors, comment penser cette progression? Comment analyser tout cela? Je pense justement, à propos de la maison de la guerre et de l'espace à conquérir, que la première raison est d'ordre démographique. Là où il y a de plus en plus de musulmans, il y a de facto un terreau à conquérir à l'intérieur duquel on va pouvoir fabriquer, séduire, fabriquer des militants, séduire des personnes et injecter l'idéologie frériste à l'intérieur des cerveaux. En France, on a mesuré tout cela à travers un certain nombre de rapports académiques qu'on n'a pas voulu considérer. Je pense en particulier au rapport Aubin, qui me pointait à l'intérieur des lycées et des collèges la dangerosité et la contagion islamiste qui, par ailleurs, s'accompagnait de son corollaire, qui était l'antisémitisme. Donc, il y a aujourd'hui en France un nombre extrêmement imprécis, parce que vous savez qu'on ne peut pas faire de statistiques ni ethniques ni religieuses, une présence musulmane étrangère ou française, mais qui se compte par millions. On dit, on hésite entre 6 et 7 millions, ce qui serait donc 1/10 de la population totale. Je donne en parallèle un chiffre qui est aussi hasardeux, mais sur lequel beaucoup de personnes s'accordent, c'est qu'il y aurait 400 000, mais peut-être moins aujourd'hui, de juifs en France, de juifs français. Donc, cette présence démographique fabrique le terreau, la masse de manœuvre. Le deuxième élément de la progression de l'islamisme, c'est l'évolution culturelle et idéologique à l'intérieur de ces populations. Et c'est de ça dont je vais parler. Je pense que le premier moment qu'il faut prendre en compte, c'est la guerre d'Algérie et la charge, le poids de la guerre d'Algérie dans l'imaginaire politique et idéologique et religieux des populations d'origine musulmane. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les indépendantistes algériens vont être progressivement perçus comme des victimes de la colonisation. La guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie vont fracturer le pays. Et dès cette époque, avec la venue du général de Gaulle au pouvoir en 1958, deux tendances s'affrontent par rapport à la question algérienne. L'intégration, maintenir l'Algérie dans la France, de Gaulle ne veut pas. Et ce que je dis est le produit de la lecture de C'était de Gaulle, d'Alain Perfit, et où de Gaulle dit « il est hors de question d'intégrer les populations algériennes de culture musulmane à l'intérieur de la société française, car ça fera un pays à double culture et dans des mots très crus que l'on qualifierait aujourd'hui de racistes. Il considère que les Arabes sont des incapables et que l'islam n'est pas soluble dans la société française. Je renvoie à Alain Perfit, c'était de Gaulle. Mais, symétriquement,
ceux qui ont été les porteurs de valises ou les amis des porteurs de valises, ceux qui ont été pour l'indépendance de l'Algérie, voient dans cette guerre et dans ce qu'a été le FLN les héros substitutifs de la résistance française contre l'occupant nazi. Donc, le FLN est, pour la gauche en particulier, pour le Parti communiste français, paré de toutes les vertus émancipatrices des peuples opprimés. Je renvoie simultanément à la préface de Jean-Paul Sartre aux damnés de la terre de Frantz Fanon, où il développe un discours d'une violence qui n'est pas celle de Frantz Fanon et où il écrit « Il faut tuer le colon, lui et sa famille, ça libère un homme et ça libère une terre de son oppresseur ». Que se passe-t-il à l'intérieur du mouvement indépendantiste? Le congrès de la Soumam en 1956, qui unifie politiquement et idéologiquement le FLN, on n'a pas voulu le remarquer, il est tout de même pas uniquement nationaliste. Il fait référence à l'islam. L'islam est la base et la souche du nationalisme algérien et celui du FLN. Je continue. En 1962, quand Ben Bella devient le premier président de la République algérienne, il dit « Nous sommes arabes, notre terre est l'Algérie, notre langue est l'arabe, notre religion est l'islam ». De quoi, quand la guerre d'Algérie se termine, en particulier le 5 juillet 1962, il y a un grand massacre des Européens à Oran et on ne veut pas admettre que ce massacre a obéi à un projet de purification ethnique. Il fallait vider la terre algérienne, contrairement aux promesses des accords d'Évian, de tout ce qui n'était pas arabe et musulman. Arabe entre guillemets, puisque vous savez que la population d'origine berbère n'est pas d'origine arabe. Quelles sont les composantes intellectuelles et politiques du FLN? Quand on regarde de près les individus qui ont construit le FLN et les mouvements de soutien au FLN, rappelons, Michael l'a dit, il y a tout de même l'inspiration de Hadj Amin el-Husseini, le grand mufti de Jérusalem, complice idéologique et politique d'Hitler, mais dans les grands du FLN, c'est un personnage peu connu. Il y a un officier qui s'appelle Saïd Mohammedi Saïd, qui sera l'artisan et le commandant du FLN du massacre de Melouza en 1957 pour éliminer tous ceux, un douar, un village, qui sont supposés être plutôt des sympathisants du MNA. Qui est ce Mohammedi Saïd? Il a fait ses classes dans la Wehrmacht. Il a été formé par l'armée allemande. C'est à cela que fait allusion d'ailleurs Boualem Sansal dans son roman Le village de l'Allemand. Autre élément, c'est un homme qui tisse le fil conducteur entre les frères musulmans, les origines du nationalisme arabe et le nazisme. C'est le banquier nazi suisse François Genoux qui sera introduit auprès des mouvements nationalistes arabes et qui va devenir, entre autres, le président ou le directeur de la Banque commerciale arabe à Alger du temps de Ben Bella, et c'est lui qui sera le financier ultérieur de l'aide pour payer les avocats dans le procès de Bruno Breguet, Magdalena Krupp, qui avaient été deux terroristes qui avaient fait l'attentat de la rue Marbeuf en 1982 à Paris. François Genoux est un personnage extrêmement important. C'est lui aussi qui va aider
au financement de la défense de Klaus Barbie, défendu par Jacques Vergès. François Genoux est un nazi, il assume ses choix. Pourquoi est-il resté vivant aussi longtemps, puisque c'est lui qui a demandé, comme Jean-Luc Godard, l'assistance pour mourir, l'assistance extérieure. Voilà à qui on a affaire dans les composantes de l'aide au soutien du FLN algérien. En 1979, j'accélère, la révolution iranienne va conforter, et comme l'a dit justement Michael, ça n'est pas uniquement une révolution à l'intérieur du monde chiite. Elle va être le bras de levier dans le monde arabe et musulman de c'est possible, on peut prendre le pouvoir, on peut se débarrasser des fantoches du Shah d'Iran ou d'autres complices de l'impérialisme occidental. On ne veut pas voir à l'époque les sympathies de l'ayatollah Khomeini, qui est un grand admirateur d'Hitler. Tout comme l'avant-avant-dernier président de la République iranienne, Mahmoud Ahmadinejad, ou l'actuel président de la République iranienne, Ephraim Raïssi, qui est grand exécuteur par pendaison des homosexuels et des dissidents iraniens. Il y a donc une continuité idéologique à l'intérieur de laquelle l'antisémitisme et la haine d'Israël sont une constante qui va croissant. Face à cela, la naïveté du regard porté sur ce monde arabe, perçu en particulier à gauche, comme le monde des humiliés et des offensés du colonialisme, ne comprend rien à son évolution intérieure. Et quand il y a, en 2010, les printemps arabes, l'enthousiasme, et on peut dire je souhaitais que les printemps arabes mobilisent, soient une source de ressourcement laïque et progressiste, et la glaciation après le printemps par l'islamisme a fait chuter tout désespoir. Mais à l'époque, c'était l'enthousiasme au Nouvel Observateur, au Monde, dans le journal Le Monde. C'était les printemps arabes, c'est le renouveau arabe, c'est la lumière qui va éclairer l'Occident. Pourquoi cela a-t-il fonctionné? À mon sens, c'est parce qu'on lit en Occident les catégories politiques et les catégories psychopolitiques de la culture politique à l'œuvre dans le monde musulman avec des outils conceptuels adaptés à la lecture de nos catégories politiques en Occident sans porter à l'égard de ce monde un regard d'anthropologue ou d'ethnologue. Quand Claude Lévi-Strauss parle du monde arabe dans un court passage de Triste Tropique, il tomberait aujourd'hui sous le coup de la foudre de tous les indigénistes, car il montre l'étanchéité de ce monde, l'étanchéité culturelle, intellectuelle, à tout ce qui ne relève pas de cette pensée dictée par Dieu à son prophète, qu'est le Coran. Le Coran est un objet intouchable, irréformable, on ne peut pas toucher à la parole de Dieu. Or, nombreux dans ce que Mahomet, dans les propos que rapporte Mahomet à l'intérieur du Coran, sont évidents. On peut trouver tout et son contraire. Il y a des passages pacifiques, quelques passages pacifiques, mais ils sont peu nombreux. La volonté d'anéantir tout ce qui n'est pas musulman, les juifs en particulier, ou les mécréants, ou les apostats, est explicitement énoncée. Simultanément,
en France. Des éléments périphériques vont compléter ce que je viens de dire. Un des éléments, c'est alors que Israël, de sa naissance jusqu'à 1967, est grosso modo perçu avec bienveillance dans l'opinion publique, c'est le pays des rescapés de la Shoah. Le mot Shoah n'a pas encore cours dans le discours commun, mais c'est le pays des rescapés du nazisme. C'est la figure du petit David avec son petit chapeau en short et en sandales qui fait fleurir le désert. Mais en 1967, Israël est vainqueur. Il est vainqueur d'une coalition arabe composée de la Jordanie, de l'Égypte et de la Syrie. Et le petit État faible, devenu vainqueur, pose une question. Et s'il n'avait pas été si faible que ça, cet État juif, ce petit État des victimes et des rescapés? Le doute s'immisce. Dès l'été 67, sous la plume de Benoît Frachon, dans l'Humanité, il y a le 17 juillet 1967, il y a un texte insensé d'antisémitisme contre une réunion de donateurs américains qui se tient à Jérusalem pour venir en aide après la guerre, après la victoire israélienne. Benoît Frachon s'est rapporté dans le livre « De l'antisémitisme à l'antisionisme » mon Dieu, le grand historien de l'antisémitisme. Bref, ça va me revenir. Léon Poliakov. À cette époque, le basculement du statut symbolique d'Israël s'effectue. L'État des faibles est devenu l'État puissant. Au même moment, dans la même période, en France, il y a des questionnements sur ce qu'a été Vichy. La culpabilité s'installe, tandis que je renvoie au film Le chagrin et la pitié, qui met en place une description de la France comme un pays qui n'a pas été uniquement composé de héros et de résistants. Une culpabilité s'installe par rapport à Vichy, mais une autre culpabilité s'installe par rapport à la guerre d'Algérie, avec ce qu'elle va engendrer de concurrence mémorielle qui va venir plus tard. La double culpabilité va engendrer des positions politiques et idéologiques qui vont construire ce qui va émerger, en particulier à partir de la guerre du Liban en 1982. Je prends un titre symbolique, c'est le titre de Témoignages chrétiens, les Palestiniens dans Beyrouth comme les Juifs dans le ghetto de Varsovie. Si les Palestiniens sont dans le ghetto de Varsovie qui s'appelle Beyrouth, qui sont les nazis? Cette question n'est pas posée, c'est moi qui la pose, mais elle s'inscrit en filigrane de ce titre. Au même moment, à partir de 1977 puis 1980, il y a la publication dans l'Express de cette interview de Louis Darquet de Pellepoix. À Auschwitz, on avait gazé que des poux. Le négationnisme fait son apparition. Il complète le discours mettant en cause la faiblesse d'Israël. Et si la Shoah n'avait pas existé, si tout cela était un montage, je vous renvoie aux propos de Forisson, le prétendu massacre des Juifs et la prétendue existence des chambres à gaz ne forment qu'un seul et même mensonge dont les principales victimes sont le peuple allemand, mais pas ses dirigeants, et le peuple palestinien tout entier. Ça a été dit au micro d'Yvan Levaille à Europe numéro 1
le négationnisme présente un bras de levier extraordinaire pour conforter le discours islamiste. Ce qui a été rapporté par Alexandre sur les propos de Hassan Iqiyoussen, c'est exactement cela. Rien ne prouve que les Juifs ont été massacrés par les nazis, et d'ailleurs, avec une contradiction interne à l'intérieur de ce propos, la Shoah n'existe pas. Si la Shoah n'existe pas, c'est que les nazis étaient des gens bienveillants. Peu importe, ils tiennent les deux propos. Dans le même temps, la cause palestinienne s'inscrit en Europe, mais pas qu'en Europe, comme héritière des guerres anticoloniales, du Viet Minh, du FNL vietnamien et du FLN algérien. Tant et si bien que cette juste cause, entre guillemets, la dernière des justes causes, va engendrer des choix absolument monstrueux. Je n'en prends qu'un. 1976, le détournement de l'Airbus d'Air France sur NTB. Ce sont des jeunes Allemands qui, au nom de la Révolution, de jeunes Allemands d'extrême gauche, qui vont trier, qui vont participer au tri des passagers de l'Airbus, séparant les Israéliens des non-Israéliens et les Juifs des non-Juifs. Une seule personne va prendre la mesure de ce tri monstrueux. C'est Joschka Fischer, qui sera plus tard ministre allemand des Affaires étrangères à l'époque j'ai oublié, du chancelier allemand de gauche ou socialisant. Schröder. Il dira comment de jeunes Allemands ont-ils pu reproduire les gestes des nazis alors qu'ils sont violemment opposés à l'héritage nazi de la génération d'avant. Et pourtant, ça a eu lieu. À l'époque, Libération, le 5 juillet, le titre de Libération, accompagné d'un éditorial effrayant de Serge July, le titre de Libération, c'est « Championnat du terrorisme, Israël en tête ». Personne ne trouve ça infamant, et en particulier pas le locataire de l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing, qui ne remerciera pas Israël d'avoir libéré un équipage français, des passagers français, un avion français. La rédemption du crime nazi par le crime révolutionnaire n'est pas perçue comme quelque chose de problématique. J'ajoute comme élément complémentaire, périphérique, que dans l'héritage de mai 68, un slogan comme « Il est interdit d'interdire » et CRSSS, d'une manière annexe, vont totalement autoriser tous ces glissements. S'il est interdit d'interdire, ça veut dire qu'on peut tout dire. On peut dire les pires horreurs. Elles possèdent une certaine vertu, une certaine vérité par rapport à l'ordre patriarcal du général de Gaulle de l'époque. Je me souviens avoir été justement extraordinairement choqué à l'époque, en 68, de l'affiche des Beaux-Arts qui présentait de Gaulle avec le masque de Hitler. C'était une infamie symbolique. Je continue. Si les Israéliens à Beyrouth agressent les Palestiniens en 1982, cela veut dire qu'ils sont des nazis potentiels. Jacques, on peut 5 minutes? 5 minutes, ça va? 5 minutes, 5 minutes. Très bien. Il y a en 2002 un papier dans Le Monde d'Edgar Morin, Daniel Salnave et Sami Nahir qui affirment, et qui non pas suggèrent,
que les Israéliens font subir aux Palestiniens ce que les nazis ont fait aux Juifs. En qualifiant ou en induisant qu'Israël se comporterait en Asie, ça légitime cette infamie symbolique dans les banderoles brandies en soutien à la cause palestinienne qui mettaient un signe égal entre la svastika et l'étoile de David. Moment paroxystique, j'accélère, la conférence de Durban, l'été 2001, immédiatement dans les jours qui ont précédé l'attaque contre le World Trade Center, et où on a pu crier à Durban, dans une conférence de l'ONU qui devait faire le point sur le racisme, on a pu crier mort aux Juifs au nom du progressisme et au nom de l'antiracisme. Toute une stratégie lexicale de renversement du sens des mots s'est installée. Je prends un autre exemple. Quand, dans les médias, avec des sanglots dans la voix, on parle d'attentats suicides, qu'est-ce que l'on provoque? Dans la culture occidentale, on se suicide par désespoir. Il n'y a pas l'ombre d'un désespoir pour celui qui se fait exploser et qui se tue en tuant du monde. Mais dans la culture occidentale, on se pose une autre question. Quel est ce désespoir qui a fait qu'il a fait le sacrifice de sa vie? Que lui avons-nous fait? Comment un geste pareil est possible? Or, dans la culture apocalyptique du djihad, la bombe humaine accélère le chemin du paradis dans lequel on va retrouver 70 vierges. Donc, on ne comprend rien aux méthodes, à l'inspiration des méthodes du Hamas ou du djihad islamique. Le poids et la charge du conflit entre Israël et les Palestiniens va contaminer ici, dans les banlieues. Quand Mohamed Merah va tuer 3 enfants à l'école Ozar Torah à Toulouse, il le fait avec le souci de venger les enfants palestiniens. La culpabilisation, le terrorisme intellectuel vont porter leurs fruits. Et quand il y aura des attentats en France dès 1995 et plus tard, en 2015, Charlie Hebdo, l'hypercachère, puis le Bataclan et les terrasses, le premier souci, les éditoriaux dans la presse, c'est attention, pas d'amalgame, il ne faut pas stigmatiser, vous mélangez tout. Et le refus de nommer les choses, le déni de la réalité de l'offensive islamiste ne veut pas être dit. En psychologisant les gestes des tueurs, j'accélère, le meurtre de Sarah Halimi est exemplaire par rapport à cela. La psychiatrisation du tueur et l'instruction passablement tordue et les expertises psychiatriques ont fait qu'on a considéré l'assassin comme uniquement un malade mental, probablement enfumé par le cannabis, mais néanmoins, il avait récité ses prières avant de passer à l'acte. Les territoires perdus de la République, le livre coordonné par Georges Bensoussan, a été l'objet d'un silence médiatique au moment de sa parution extraordinaire. Il ne fallait pas rapporter la réalité, il ne fallait pas nommer les choses. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je dirais que la déconstruction, tellement à la mode dans les années 70, à la mode en France, est payée et remerciée en retour par ce qui se passe aux États-Unis et que la gauche radicale, beaucoup plus débile, a accueilli les bras ouverts, qui est la pensée woke ou la cancel culture, qui fait qu'il faut tout remettre sur le tapis et à l'intérieur
de cette remise sur le tapis, le déni du réel, participe de la cancel culture. De quoi on parle? Qui est l'assassin? Comment se nomme-t-il? Quelle est son idéologie? On dirait que tous les travaux de Gilles Kepel, de Battior, de Pierre-André Taguieff, de Georges Bensoussan, de Michael Prazan ou Christopher Caldwell sur l'analyse de ce que pourrait être, de ce que va être la charge d'une émigration musulmane extraordinairement importante en Europe, on dirait que ça n'a servi à pas grand-chose. Les dirigeants politiques ne veulent pas nommer les choses. Et la loi sur le séparatisme, dans sa volonté de ne pas nommer, encore que de temps en temps, le président Macron dit c'est le radicalisme islamiste, mais ce n'est pas dans la loi, qui est responsable, prouve que la peur, la crainte, mais aussi le terrorisme intellectuel est à l'œuvre. Où en sommes-nous? J'espère qu'on s'adonne quelque chose à la caméra. C'est le Conseil de l'Europe qui a édité cette affiche qui vante les mérites de la diversité et la beauté du hijab. Mais c'est le Conseil de l'Europe qui l'a produite. Voilà où on en est. Après Daniel Pearl, après Samuel Paty, c'est Salman Rushdie qui a failli être égorgé et pas uniquement poignardé dans un crime rituel. Je pose une question, c'est combien est-ce qu'il faudra encore d'égorgements et d'assassinats pour que l'on prenne conscience de la menace? J'ai terminé. J'ai sauté. Merci Jacques.